Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre qui fâche. Non, je plaisante. C'est un livre qui est vraiment très intéressant, mais je pense que effectivement beaucoup d'entre vous sont concernés. C'est mon intuition qui me le dit. En tout cas moi le premier je pense. Donc c'est un livre qui s'appelle Conscient et libre dans le monde digital, l'addiction aux écrans. Quels effets sur la santé? Comment s'en sortir? Alors, je voulais vous en parler parce que, voilà, je pense que on est très nombreux à être concernés. Je le trouve vraiment intéressant d'un point de vue scientifique, d'un point de vue, comment dire, pratique, parce qu'il y a plein de conseils qui sont proposés ici. Et dans le monde dans lequel on vit, vraiment, je pense que ce livre est indispensable pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses. Vous sentez-vous envahi par la place que prennent les écrans dans votre vie? Cela est normal, les écrans ont pris une telle importance dans notre société que notre santé, la qualité de l'expérience que nous faisons de la vie et tout l'avenir du vivant en dépendent. Ce que nous considérons comme notre désir ou notre souhait n'est en fait que le fruit d'une manipulation de notre système biochimique. Lionel Joly-Charras nous révèle les coulisses du monde des écrans. La consommation excessive, telle qu'elle est faite par la grande majorité de la population aujourd'hui, réduit les capacités cognitives et intellectuelles, l'espérance de vie, la qualité de vie ressentie et augmente le stress. Tout cela poussant à encore plus de fuites sur les écrans. Oui, c'est comme finalement un cercle vicieux. Ce livre novateur se propose de donner de façon simple, concrète et accessible les clés pratiques pour nous libérer de cette addiction. Découvrons un usage de nos smartphones et autres écrans qui nous conviennent, ce qui nous permettra de vivre plus épanouis et plus heureux en symbiose avec notre environnement écologique et social. Alors, voilà, c'est ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on a tout d'abord, une forme d'analyse de l'impact que les écrans ont sur nos vies. C'est très documenté, très sourcé. Juste pour vous montrer, à la fin du livre, on a vraiment, voilà, vous voyez ici, ce sont toutes les références, les études, les livres sur lesquels s'est appuyé l'auteur pour nous expliquer tout ça. Et en plus, voilà, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un côté très pratique avec des solutions qui nous sont proposées. Alors, on va regarder ensemble. Donc le sommaire, c'est un livre qui fait presque 300 pages. L'introduction tout d'abord. Donc dans l'introduction, voilà, il explique sa démarche. Enfin, l'auteur explique sa démarche. Avec bien sûr des arguments, des références pour justement appuyer ses dires. Alors ici, en chapitre 2 quelque part, les écrans, téléphones portables, réseaux sociaux et autres nouvelles technologies, une consommation problématique généralisée. Brève histoire de l'implantation des écrans. Donc là, il nous est expliqué que les écrans, voilà, c'est récent, forcément, on le sait, les réseaux sociaux, tout ça. Et au niveau de l'histoire de l'homme, ça s'inscrit vraiment dans une période ultra courte, ultra récente, et pourtant ça a changé nos vies. Donc c'est un petit peu ça le paradoxe, si vous voulez. Donc ici, situation actuelle de l'utilisation des écrans, données scientifiques générales. Donc moi quand j'ai lu tout ça, ça m'a vraiment inquiété, puisque voilà, il est question ici des heures d'utilisation par tranche d'âge, en fonction des pays également, puisque aux États-Unis, je crois que c'est les plus gros consommateurs.
Je sais pas si c'est les plus gros, mais en tout cas, ce sont des gros consommateurs d'écran. Donc, quand on voit les chiffres, ça fait peur, surtout que qu'en plus les personnes ont tendance à sous-estimer, ça s'est prouvé aussi par d'autres études, leur temps d'utilisation des écrans. Donc finalement, quand ils nous disent par exemple qu'ils vont utiliser, je sais pas, les 13-18 ans par exemple, qui utilisent environ 7 heures d'écran par jour, vu que c'est sous-estimé, on peut facilement rajouter des heures supplémentaires, faire passer de 7 à 9 heures ou même plus. Donc c'est vrai que c'est impressionnant. Alors il faut savoir qu'effectivement, on a tendance à sous-estimer l'utilisation des écrans. On a l'impression qu'on les utilise peu et en fait on les utilise beaucoup plus que ce qu'on croit. D'ailleurs, on perd beaucoup de temps avec les écrans. C'est vraiment problématique et c'est même une raison de se sentir coupable, de culpabilisation. On se sent coupable de culpabilité. Je ne sais pas si ça existe, culpabilisation, je pense pas. Voilà, donc on se sent coupable d'utiliser les écrans parce que justement on perd du temps inutilement. Et en même temps, on ne se rend pas forcément compte de tout le temps qu'on perd. Et même comme ça, on culpabilise déjà. Donc c'est pour dire. Donc ici, on a des sortes de petits tests, des questionnaires, on va dire, ou plutôt... ici, ce sont des critères hein, voilà, qui sont énumérés pour savoir si on est vraiment addict aux écrans ou pas, enfin, de façon faible, modérée ou au contraire sévère. Bon, moi, c'est sévère pour le coup, si on en suit les critères, mais bon, je le savais déjà. D'ailleurs, c'est amusant parce que je vous fais la présentation de ce livre, bien sûr, à travers mon écran, hein, puisque voilà. Et puis vous allez regarder cette vidéo sur YouTube, donc forcément avec un écran devant vous. Enfin bref, passons. Donc là, toujours, donc, c'est... comment dire, des éléments pour essayer de se placer, si vous voulez, dans la population générale. Est-ce qu'on utilise beaucoup ou pas les écrans par rapport aux autres, on va dire. Bon. Ensuite, chapitre 3. Pourquoi perd-on le contrôle sur les écrans? Comment fonctionnent ces technologies pour que nous en consommions le plus possible et pourquoi? Oui, parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est pas genre nous qui nous sommes dit un jour, ah, chouette, je vais passer ma vie sur les écrans, c'est trop bien, je vais être coupé du réel, c'est mon choix. Je suis libre de passer du temps sur mon téléphone et j'en suis heureux. C'est pas vraiment ça la réalité, hein. La réalité, c'est vraiment de rendre l'outil addictif, ceux qui l'ont créé, bien sûr, pour une question d'argent, hein, tout simplement, puisque eux, ils gagnent leur vie comme ça, hein. On sait bien que ceux qui... Enfin, c'est ouais, peut-être un peu extrême ce que je vais dire, mais c'est pas faux. Ceux qui contrôlent le monde actuellement, ce sont les grands PDG de sites internet, d'applications, hein, voilà, Facebook, Google, etc. Donc, pour le coup, on n'est pas libre d'utiliser nos écrans. On est surtout dans une forme d'addiction qui sert les intérêts privés de certaines personnes, toujours les mêmes. Donc forcément, il y a une forme d'addiction qui est mise en place et cette forme d'addiction, elle répond à des critères biochimiques de notre cerveau, notamment la libération de dopamine. Voilà. C'est ce qui va être expliqué ici dans pas mal enfin, une grosse partie du livre, hein. C'est important vraiment de le comprendre. Alors, voilà, la récompense physique à la consommation d'écran, dopamine et autres phénomènes biochimiques. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, si vous voulez, la dopamine, en fait, elle nous fait nous sentir bien. Donc, quand il y a de la dopamine qui se libère dans le cerveau, on va forcément être bien. Et ce mécanisme comment dire, biochimique de dopamine qui est en place, il existe, voilà, il est en nous, comment dire, il existe depuis toujours. Et il nous permet finalement de survivre, hein. C'est ça le but, hein, et de faire que notre espèce perdure. Donc il existe notamment en ce qui concerne la nourriture. On le sait, hein, pour les personnes qui vont se réfugier justement à travers la nourriture. Quand elles se sentent mal, elles vont manger pour pouvoir se sentir mieux.
Et c'est la même chose avec les écrans, on a des formes de récompenses qui sont mises en place en fonction des notifications qu'on reçoit, en fonction des interactions, des messages, puisque forcément quand on va sur notre téléphone, c'est pour avoir des... ça nous fait du bien, quoi. On va chercher les informations qui nous sont agréables, les interactions sympas, les likes, les commentaires, etc. Et donc on a une forme de récompense qui se met en place avec des stimuli, bien sûr ce sont les notifications. Et donc on a ce phénomène de biochimique, de libération de dopamine qui est là et on en est finalement dépendant, on est addictif à ça. Et les concepteurs d'applications en ont conscience, hein, bien sûr, et ils utilisent ce mécanisme pour nous rendre toujours plus accros. Donc une fois qu'on a compris en fait tout ça, c'est vrai que là c'est bien expliqué, et surtout c'est sourcé, on va pouvoir prendre un peu de recul sur ce qui se passe, et ça va nous aider à, à nous détacher un peu et peut-être à voir les choses autrement. Voilà. Donc ça c'est important, voilà, c'est vraiment bien, comment dire, bien expliqué, en même temps c'est complexe, hein, mais vraiment intéressant. Et donc ça va entraîner en nous un manque d'intérêt pour la vie réelle, en fait, tout simplement, puisqu'on n'a pas autant de libération de dopamine dans notre vie réelle. Donc forcément, on va se détacher des tâches quotidiennes pour se diriger vers l'artificiel, le virtuel. Alors la mémoire, il est question de la mémoire également, puisque la mémoire se met en place également avec ce système justement de dopamine, de récompense. Donc on va, comment dire, la mémoire va retenir finalement, vous savez, ce mécanisme de récompense et ça va entraîner des automatismes. Voilà. Alors ici, il est question des réseaux sociaux et des biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, c'est quelque part, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est quand on a une perception de la réalité qui est biaisée. Alors tout simplement, c'est quelque chose de naturel, hein. C'est quelque chose même de sain et d'indispensable pour notre construction mentale, d'avoir des biais cognitifs. Mais attention, puisque ici, ça va aller trop loin quelque part. Ça va être trop, comment dire, il ne faut pas que tout soit construit là-dessus, il ne faut pas que les biais cognitifs prennent trop de place donc, dans la construction cognitive. Donc il est question ici forcément d'anxiété, de la position de recherche, parce qu'on est toujours à la recherche de ces interactions, de ces échanges, de cette libération de dopamine. Ensuite, la dissonance cognitive. Alors, la dissonance cognitive, c'est quand on sait qu'on ne devrait pas faire quelque chose, mais qu'on le fait quand même. Alors du coup, on va essayer de rattraper ça, soit en changeant effectivement ce qu'on fait, soit en changeant ses propres croyances, donc en se persuadant que c'est pas grave, que c'est pas si mal, ou alors en rajoutant une troisième cognition qui va venir justifier pourquoi on fait ça. Voilà. Donc tout est bien expliqué ici. Donc c'est un petit peu aussi quand on culpabilise, quoi, quelque part, quand on se sent mal parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Par exemple, passer du temps sur son téléphone au lieu de passer du temps avec sa famille. Donc ici, on a des schémas également, donc, pour bien comprendre le mécanisme. Ensuite, le chapitre 4, effets délétères physiques et psychologiques, effets sur notre qualité de vie, sur la liberté et la démocratie. Alors sur la santé, bien sûr, la psychologie, mais la santé physique également. Ça fait peur, hein, vraiment. Il y avait des choses que je ne savais pas du tout quand j'ai lu ce livre. Ça m'a un peu effrayé. Mais en même temps, c'est bien de le savoir, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne le savait pas au moins. Et on ne peut pas dire qu'on n'avait pas la possibilité d'agir une fois qu'on a lu ce livre. Donc on a les effets directs sur la santé, notamment donc, la lumière bleue qui est un danger pour les yeux. Donc ça, c'est clair, hein, ça entraîne des sécheresses. Ça entraîne aussi, vous savez, des problèmes musculaires, puisqu'en fait, des pertes de vision, parce qu'en fait, les écrans
empêche les, comment dire, les muscles oculaires de travailler, parce qu'en fait, quand on est toujours en train de regarder un écran juste devant soi, on va pas avoir une vision plus large. Pour pouvoir avoir une bonne vision, pour pas avoir une perte de vision, il faut travailler ses muscles des yeux. On s'en rend pas compte, mais le fait de regarder à droite, à gauche et au loin, ça permet de travailler les muscles et ça permet de maintenir une bonne vision. Alors que si on est toujours en train de regarder ce qui est collé devant nous, enfin juste devant nous, les écrans en l'occurrence, bah là on va perdre comment dire, oui, on va perdre notre vision avec le temps. Donc il y a des dangers également pour le système musculo-squelettique, pardon, forcément, hein, si on ne bouge pas. Donc l'alimentation, l'obésité, le diabète et les risques cardiovasculaires, forcément, avec un manque d'activité. Donc tout ça, c'est pas négligeable. On s'en rend pas compte, on croit que c'est pas que ça, c'est pas que les écrans. Bon, c'est vrai que c'est pas que les écrans, mais ça prend une grosse place et ça joue beaucoup. Donc la sédentarité, hein, et donc l'espérance de vie qui est diminuée, ainsi que voilà, une prévalence du cancer. Ensuite, baisse de l'espérance de vie à cause des radiations. Donc ça, malheureusement, on n'en parle pas assez, le Wi-Fi. D'ailleurs, c'est très mauvais de dormir avec son téléphone à côté de soi, à côté de sa tête. Voilà, tout simplement parce que si on l'a à côté de soi toute la nuit, il paraît que c'est très nocif pour le cerveau, ça peut être cancérigène. Baisse de fertilité masculine, moi j'ai toujours mon téléphone dans ma poche, donc je le sais en plus c'est pas bien, mais voilà, je le garde toujours dans ma poche, donc c'est des mauvaises habitudes, comme la plupart des gens. Les graves conséquences du manque de sommeil également, hein, puisque quand on utilise trop son téléphone, surtout avant d'aller se coucher, on va mal dormir, ou alors même on va pas dormir si on est dessus toute la nuit, parce que l'écran bleu en plus ça stimule, donc ça maintient éveillé. Donc il y a des conséquences sur le cerveau. C'est ça qui est assez flippant en fait, c'est que en fait, le cerveau il est élastique, il est malléable tout au cours de notre vie. Et si vous voulez, on va avoir des modifications physiques du cerveau à cause de l'utilisation du téléphone. Notamment, on peut avoir une atrophie de la matière grise. On peut avoir la densité et l'intégrité de la substance blanche qui sont compromises et qui peuvent provoquer des maladies d'Alzheimer. On va avoir la réduction de l'épaisseur corticale. Donc on peut voilà, avoir énormément de choses, notamment voilà, il y a des études qui ont montré également que on peut développer la maladie de Parkinson à force de stimuler justement le cerveau avec la dopamine. Donc vous voyez, c'est réel, hein, c'est prouvé et ça fait peur. En plus, pour les enfants, c'est bien pire parce que si vous voulez, on a des tranches, comment dire, je ne sais plus comment il appelle ça, des moments de la vie, je ne sais plus comment c'est des parenthèses en fait, je crois. C'est des parenthèses temporelles, c'est-à-dire qu'entre tel âge et tel âge, on va avoir certaines choses qui vont se former dans le cerveau, notamment les circuits des neurones, etc. Et si jamais on loupe cette étape, parce qu'on n'a pas les bonnes stimulations avec l'extérieur, si on est trop sur les écrans, on pourra plus rattraper ça. Donc si les enfants sont trop sur les écrans, ils peuvent avoir des problèmes de développement cognitif et surtout au niveau du cerveau. Notamment, on s'est posé la question, on l'a vu dernièrement avec le masque, vous savez, le fait de ne pas pouvoir se construire quand on est petit et de voir le visage des gens, les émotions, etc., ça va provoquer chez ces enfants-là, malheureusement, des problèmes plus tard, notamment au niveau peut-être de l'empathie, des conséquences émotionnelles en tout cas. Donc voilà, c'est un peu pareil avec les écrans, donc c'est très 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 important pour les parents de limiter l'exposition de leurs enfants aux écrans. Ça me fait penser aussi à tout ce qui est intelligence artificielle, quand on voit que dans les hôpitaux, ils mettent en place, vous savez, des robots pour consoler les enfants quand ils les rassuraient. Même on l'a vu avec la vaccination, ils mettaient vous savez, des écrans aux enfants, ou alors même, pire, ils donnaient je sais pas comment on appelle ça, des lunettes pour être dans le métaverse, là, comment on dit, pour être dans une réalité virtuelle, voilà, histoire de calmer la peur des enfants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va donc
comment dire, ouais, calmer l'enfant à travers au lieu de le calmer avec l'humain, on le calme avec la machine, avec l'écran. Et c'est hyper flippant parce qu'on se dit, si ça commence comme ça tout petit, voilà, ça veut dire que finalement l'écran va devenir une sorte d'antidépresseur ou d'anxiolytique naturel et les enfants vont prendre l'habitude de se calmer à travers les écrans et ils vont pas rechercher le soutien d'autres êtres humains. Et moi, ce qui m'avait fait un peu peur aussi, c'est de voir la réaction de certains parents qui étaient contents de voir qu'à l'hôpital, notamment, des sortes de robots immondes venaient câliner leurs enfants. Mais même en France, hein, ça se passe. Hein, il y a des robots comme ça qui existent dans les services pédiatriques pour pouvoir consoler les enfants et les rassurer. Et les parents qui disent que c'est bien parce que leur enfant est apaisé, c'est génial. Et le personnel soignant qui dit également que c'est super parce que ça permet à l'infirmière ou l'aide-soignante de vaquer à ses occupations et aller tranquille parce qu'elle sait que l'enfant est occupé pendant ce temps. Bon, je suis d'accord qu'il y a des problèmes d'effectifs et on sait malheureusement que nos hôpitaux sont en danger. Hein. Mais il faut aussi prendre conscience que ça, c'est voulu. C'est voulu, en fait, et le but, c'est d'affaiblir les hôpitaux, c'est de pouvoir également faire disparaître nos hôpitaux publics. Hein, et tout ça pour, bien sûr, l'intérêt privé. On le voit hein, avec toutes les cliniques privées, les hôpitaux privés qui jaillissent. Hein. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous, on accepte que nos enfants soient consolés par des robots, des machines, et de nombreux parents trouvent ça bien. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il parle ici, l'auteur de... Enfin, les robots, il n'en parle pas, hein, ça c'est moi. Mais il parle par contre du fait qu'on retrouve de plus en plus les écrans dans les écoles dès le plus jeune âge. Et pourtant, on sait l'impact négatif que ça a sur la santé. Donc c'est hyper paradoxal. On se dit, mais pourquoi à ce moment-là, si le but c'est de nous sauver tous, hein, que ce soit contre les virus ou d'autres choses, la guerre ou je ne sais quoi, à ce moment-là, pourquoi dès qu'on est enfant, on nous met des écrans dans les mains alors qu'on sait très bien que c'est très 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 nocif pour la santé. Donc un outil de manipulation, hein, comme tout le reste, de toute façon, voilà, tout simplement, autant dire ce qui est. Et surtout, il y a également des parents qui sont contents de voir que l'enfant a une tablette à l'école parce que ça fait moins mal au dos, il n'a pas à se trimballer tous les livres. Bon, je suis d'accord là-dessus que les livres, c'est pas bien quand il y a trop de poids, mais il y a d'autres méthodes. Hein. Si on voudrait vraiment que les enfants se fassent pas mal au dos, on trouverait des moyens autres que les tablettes. Parce que si c'est pour ne pas se faire mal au dos, mais qu'à côté de ça, se bousiller le cerveau et transformer nos enfants en zombies, c'est pas très utile, quoi. C'est pas très intéressant. Bref, on continue. Donc, conséquences sur la sociabilité et la vie de famille. Donc, forcément, conséquences négatives. Danger pour le système émotionnel et la santé psychologique. Bon, ça, c'est sûr. Pas la peine d'en parler. Enfin, si, ça vaut la peine ici dans le bouquin, mais moi, ça vaut pas la peine que j'en parle, puisque ça coule de source. Alors, hausse des accidents liés à l'utilisation des écrans, ne serait-ce qu'au volant. Hein. Surcharge du système cognitif. Donc pareil, hein, très mauvais. Hyperstimulation, hein, tout simplement. Augmentation probable du risque de souffrir de la maladie d'Alzheimer. Donc on en avait déjà parlé tout à l'heure. Et après, il y a les effets indirects. Donc la manipulation des goûts et des comportements au travers de fonctionnement de la mémoire. Donc la fameuse mémoire qui met en place ce système de... Enfin, qui contribue à ce système de récompense avec la dopamine. Et donc, la modification des goûts, forcément, l'influence, la manipulation, hein, tout simplement. On va pouvoir, comme ça, influer sur les goûts des gens et leur comportement. Alors, écran, alimentation et obésité, l'écran et le tabac, l'écran et l'alcoolisme, enfin, les écrans et l'alcoolisme, les écrans, résultats scolaires et images véhiculées de l'enfance. En fait, voilà, tout ça, c'est le fait de mettre en image une forme de vie, une forme d'enfance qui n'est pas réelle et influencer forcément les générations. Écran, travail et rendement. Donc là, voilà, il explique alors je lis, hein. Un des défis des entreprises pour l'avenir sera de recruter des travailleurs préparés, sérieux, capables de se centrer, de prendre des décisions et d'accomplir des tâches jusqu'au bout. Sauf que moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça le but des entreprises. J'ai l'impression que les entreprises sont de plus en plus des grands groupes, hein, puisque voilà, les petites entreprises
se meurent, hein, enfin, ou se font tuer, tout simplement. On le voit actuellement, hein, c'est vraiment voulu, au profit des grands groupes, hein, qui détiennent tout. Et dans les grands groupes, si vous voulez, moi j'ai l'impression que les employés sont vraiment cantonnés à des tâches qui sont vraiment précises et limitées. Chacun sa tâche, et finalement, quand on leur dit oui, mais comment on fait pour ci ou comment on fait pour ça, et encore quand on a la chance d'avoir un humain en face de soi ou au téléphone, parce que de plus en plus on est confronté à des machines, que ce soit en vrai ou au téléphone. Et on a des humains qui nous aident à utiliser les machines, hein. On est là, oui, mais non, mais faites-le vous-même, juste, non, non, c'est sur la machine, je vais vous aider. Bon, d'accord. Donc quand on a ces personnes-là et qu'on essaie de leur expliquer des choses et qu'on dit qu'on veut ça ou ça et que c'est pas exactement ce qu'on avait demandé, on se retrouve confronté à des personnes qui finalement répètent en boucle la même chose et disent oui mais non, moi c'est pas mon travail en fait, c'est mon collègue ou c'est quelqu'un d'autre ou la direction, mais moi je suis juste là pour faire ça. Et ce que vous me demandez ne rentre pas dans ce cadre. Donc je suis pas sûr que les entreprises elles cherchent vraiment à recruter des personnes qui sont capables de prendre des décisions et d'accomplir des tâches jusqu'au bout. J'ai l'impression qu'elles sont juste là pour faire ce qu'on leur dit sans réfléchir et se cantonner vraiment à des choses limitées. Et dès que la demande dépasse leur attribution, bah, du coup ces personnes-là elles bug ou alors tout simplement elles veulent pas savoir. Malheureusement c'est triste. Et donc on en arrive presque à se dire des fois quand on est face à des machines, c'est triste aussi, de se dire ah ben c'est pas grave, ça revient au même que si j'étais en face d'un humain. Je pense que c'est une volonté vraiment de nous habituer en fait à avoir affaire à des robots, hein, que ce soit des robots, des humains qui ont été transformés en robots ou des machines, des écrans qui sont donc forcément juste des machines quoi. Ensuite, écran, sexualité et pornographie, donc forcément ça c'est important, la pornographie est de plus en plus jeune, hein. Les enfants sont éduqués avec la pornographie à travers les écrans et sur les sites. Donc les réseaux sociaux ici avec la liberté et la démocratie. Ensuite, 5e chapitre, les écrans, de nombreux bénéfices indéniables. Donc ça c'est pas mal aussi parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a bien entendu des choses positives, hein, forcément. Donc ici, il ne faut pas faire abstraction de ça, hein. Donc il faut le reconnaître et c'est important aussi pour pouvoir consommer de façon, comment dire, de façon, ah, je perds mes mots, tout simplement responsable, voilà. Donc on va consommer les écrans parce qu'on ne peut pas faire autrement, on est obligé dans le monde dans lequel on vit, et puis même, il ne faut pas non plus se couper du plaisir d'utiliser les écrans, mais il faut le faire de façon responsable, et c'est-à-dire ne pas être trop dépendant, quoi. Enfin, les écrans nous permettent d'apprendre dans les sources les plus fiables, notamment de pouvoir aussi avoir accès à des informations qu'on n'aurait pas forcément si on n'avait pas nos écrans. Ensuite, le chapitre 6, qui est vraiment un des plus intéressants quelque part, c'est celui qui va nous donner les clés pour pouvoir se sortir de cette addiction. Donc comment faire un usage conscient et libre des écrans, mettre fin à la tyrannie. Et là on va avoir plein de conseils. Alors déjà il faut prendre conscience que déjà il faut avoir comment dire, il faut prendre conscience de certains changements à apporter. Déjà avoir un désir de changer, voilà, il faut vraiment vouloir changer, prendre conscience de ce que l'on fait. C'est important d'avoir la prise de conscience, faire le choix conscient du changement, se donner les moyens du changement et rendre automatique les nouveaux comportements. C'est-à-dire il faut remplacer les automatismes par d'autres automatismes plus sains. Donc on a ici voilà, différentes étapes qui sont abordées. Donc la prise de conscience, on a ensuite la prise de décision, mettre en œuvre la décision qui a été prise et les différents plans sur lesquels agir. Donc, on a donc plusieurs niveaux et objectifs à atteindre. Bien sûr, il faut se donner le temps aussi d'utiliser des écrans, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout arrêter du jour au lendemain. Il faut se dire, voilà, entre telle heure et telle heure, je vais utiliser. Éviter bien sûr le matin, éviter le soir au coucher. Il ne faut pas se réveiller le matin et aller sur son écran immédiatement, ce que moi je fais par exemple, il ne faut pas le faire. Parce que on va tout de suite enclencher ce mécanisme de dopamine et il va se mettre en place pour toute la journée. Et le soir, il ne faut pas non plus aller sur son écran, il ne faut pas faire ce que je fais non plus, parce que ça va nous empêcher de bien dormir. Donc en fait, il faut faire tout l'inverse de ce que je fais. Non mais vraiment, pour le coup, moi, c'est un livre que je vais mettre en pratique. J'ai déjà, de toute façon, même avant de le lire, j'avais commencé.
Par exemple, un truc tout con, mais que moi j'ai mis en place et qui m'aide beaucoup, c'est de retirer toutes les notifications, que ce soit les applications ou les messages. Donc moi, j'ai plus aucune notification sur mon téléphone. Ça m'évite d'y aller quand ça bip. Et du coup, j'y vais seulement quand j'ai envie d'y aller. Et ça a changé beaucoup de choses parce qu'avant, quand j'entendais biper mon téléphone ou quand j'avais une notification visuelle et que mon téléphone s'allumait, du coup, j'avais tendance à vouloir y aller alors que j'étais occupé à autre chose. Et là, en retirant toutes les notifications, eh ben, j'y vais quand j'ai envie d'y aller et pas parce que le téléphone m'appelle. Donc ça, déjà, ça permet de court-circuiter un petit peu justement le fameux phénomène avec la dopamine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on va avoir des outils pour limiter et contrôler sa consommation d'écran. Donc on va avoir plein d'outils qui sont proposés pour prendre conscience du problème également, pour avoir une gestion, enfin pour changer sa gestion physique des écrans. Voilà, on va avoir par exemple, on va pouvoir, il faut rendre l'utilisation du téléphone compliquée. Voilà. Le but, c'est ça, c'est de ne pas faciliter. Donc, on va, par exemple, retirer... Déjà, on va arrêter d'avoir les écrans sous les yeux. On va les mettre ailleurs, dans une pièce ou dans un coin de la pièce où on ne les verra pas. Ne pas les prendre quand on sort. Enfin, pas prendre son téléphone, hein, parce que c'est surtout ça. Pas prendre son téléphone quand on sort. Consulter ses emails que à heure fixe, pas n'importe quand. Enlever les notifications, justement, c'est ce que j'avais dit. On va également rendre l'utilisation du téléphone hyper compliquée. Par exemple, on va effacer les mots de passe, on sera obligé de les re-rentrer. Et du coup, c'est chiant. Donc, comme c'est chiant, on va moins les voir. On va pas se dire, ah bah tiens, je vais voir mes mails. Parce que si à chaque fois, il faut qu'on rentre son mot de passe, on va les regarder moins souvent. Par exemple, les applications qu'on n'utilise pas ou qu'on ne veut pas, surtout les applications qu'on ne veut pas utiliser, qui nous rendent trop addicts, on va les retirer, les désinstaller. On va les mettre uniquement sur son ordinateur fixe. Ça nous évite en fait de regarder sur le téléphone. On peut aussi avoir un téléphone qui n'est pas smart, tout simplement pour ne pas justement être amené à utiliser le smartphone. Ne pas utiliser plusieurs écrans simultanément, c'est-à-dire ne pas être devant la télé et avec son téléphone en même temps. Ne pas utiliser son téléphone comme montre, ça tout le monde le fait, enfin moi je le fais. Et c'est la pire des méthodes pour justement être addict, puisque si jamais on a son téléphone comme montre, on va regarder l'heure, et quand on regarde l'heure, bah tiens, on regarde aussi sur Facebook ou sur Instagram ou n'importe. Et si par contre on a une vraie montre qui ne soit pas connectée, hein, bien sûr, attention aux objets connectés, c'est dit là aussi d'ailleurs. Si on a une vraie montre, bah, on va regarder l'heure sur sa montre et on va pas forcément prendre son téléphone pour regarder l'heure, donc on va pas être attiré sur son téléphone, voilà. Donc il y a plein de conseils, là j'en ai dit quelques-uns, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr, je peux pas tout dire, hein, c'est pas le but non plus. Le but c'est de lire le livre, mais il y a énormément de conseils qui sont prodigués ici pour justement se désintoxiquer finalement du téléphone. C'est très important d'avoir des petits trucs et astuces pour pouvoir justement s'en sortir. Alors bien gérer sa relation aux autres, expliquer sa démarche, il faut en parler. Plus on va en parler et plus on se rendra compte qu'on n'est pas seul et au contraire. Et du coup, on va... et puis même des gens qui vont nous comprendre et peut-être comprendre aussi pourquoi on ne répond pas aux messages. Parce qu'on n'est pas obligé de répondre aux messages dans la même journée ou dans l'heure ou dans la minute. Ou voilà, on peut prendre le temps. On n'est pas... voilà. Et c'est vrai qu'on est dans une société où limite, c'est pas normal de ne pas répondre aux messages immédiatement. Alors que c'est le contraire qui n'est pas normal. C'est de répondre tout de suite. Mais tout le monde, voilà, tout le monde le fait. Et forcément... Donc il faut gérer tout ça et ensuite penser en positif. Se reconnecter dans le monde physique, ça c'est important. Se reposer, être actif. Il faut voilà, faire une seule chose à la fois, mettre de la couleur dans sa vie. Et à contrario, retirer la couleur de son smartphone. C'est tout con, mais c'est vrai que de mettre son téléphone en noir et blanc au lieu de l'avoir en couleur, ça va tout de suite le rendre moins intéressant, moins attractif. Et on va pouvoir s'en défaire plus facilement. Ça, c'est quelque chose que, franchement, j'y avais jamais pensé. Être au contact de la nature, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour remplacer justement le portable. Profiter des bienfaits de la consommation consciente des écrans, puisqu'on peut aussi profiter des écrans à partir du moment où on le fait de façon consciente et on le fait de façon voulue et responsable et modérée. Ensuite, les remerciements et la bibliographie, qui est très conséquente. Donc ce livre, il est paru aux éditions Yves Michel. Franchement, je le conseille vraiment. Même si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire
aussi loin que vous le désirez, il y a forcément des choses ici qui vont vous aider à réduire la consommation des écrans. Et vous allez apprendre des choses. Et puis le chapitre 6 est vraiment super intéressant avec tous les conseils. Donc pour moi, c'est un must-have ce livre. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, ce sera plus simple si vous voulez vous le procurer. Vous pourrez juste cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Ça va pas aider ça va pas aider au problème d'addiction. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.